La ville de Selidové, dans l'est de l'Ukraine, est tombée cette semaine. Les Russes l'ont annoncé il y a plusieurs jours, les Ukrainiens ont démenti, mais c'est maintenant plus ou moins officiel. Il peut rester quelques Ukrainiens dans la partie ouest de la ville, mais elle est clairement perdue pour l'Ukraine. Si vous n'avez pas entendu parler de Selidové avant, c'est normal, car cette petite ville de 25 000 habitants avant-guerre est tombée en un temps record. Ce qui amène à se poser la question des avances russes sur leur prochaine cible, et notamment Pokrovsk. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on fait un point sur la situation sur les fronts ukrainiens. Les Nord-Coréens dont on a déjà beaucoup parlé ne sont pas encore entrés en action, mais même sans eux, la situation est très difficile. Donc Selidové, c'est une petite ville à 15 km au sud de Pokrovsk. Elle était sur la route des Russes et donc il était normal qu'ils s'y attaquent pour consolider leur flanc. Mais ce qui a été surprenant dans la prise de Selidové, c'est la faible résistance que les Ukrainiens ont opposée aux Russes. Ils se sont retirés très vite et la ville a été prise, selon les rapports qui émanent du terrain, quasiment intacte. Ce qui offre aux Russes des avantages conséquents en termes de constitution d'une base arrière et de logistique. On se rappelle des champs de ruines de Bakhmut, Avdiivka, Vuhledar et encore d'autres villes. C'est parce que les forces ukrainiennes avaient opposé aux attaquants une résistance féroce et que les batailles avaient duré plusieurs mois. Et donc dans le cas de Selidové, cette retraite très rapide, eh bien, elle pose la question de savoir si ça fait partie d'une stratégie ukrainienne pour économiser des vies et des ressources, ou tout simplement si c'est un symptôme d'une reculade généralisée. Parce que si on prend un peu de distance, on voit que effectivement les Ukrainiens reculent généralement. Mais il faut différencier entre plusieurs secteurs le long du front. Après la capture de Vuhledar, les Russes ont progressé assez vite au nord, mais ça c'était prévisible, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, puisque autour de Vuhledar, c'est la steppe, sans aspérité, sans obstacle, sans abri pour les défenseurs. Et donc il était normal que les Ukrainiens ne s'acharnent pas en race campagne et que les Russes avancent relativement vite. Par contre, à Toretsk, un environnement urbain assez dense, au nord de New York, les Russes progressent très lentement. Et c'est pareil aussi à Tchassifiar, près de Bakhmut, où les Russes peinent à prendre pied de l'autre côté d'un canal. Donc on voit que les Ukrainiens sont en difficulté, mais ils ne reculent pas de la même manière dans tous les secteurs. Ils souffrent de problèmes structurels dont j'ai déjà parlé, faiblesse des ressources humaines, insuffisance en termes de munitions et d'équipements, manque de couverture aérienne, mais les Russes, eux, subissent les mêmes contraintes. Et même si l'on voit actuellement qu'ils avancent beaucoup plus rapidement que depuis le début de l'invasion en 2022, ça reste quand même des avancées très modérées pour l'armée du plus grand pays du monde et pour une armée qui était considérée comme la deuxième au monde avant 2022. Si l'on considère l'objectif politique affiché de conquérir l'entièreté de l'oblast de Donetsk, il reste 10 000 km² de terrain à conquérir pour les Russes et au rythme où ça va, même ce rythme accéléré, eh bien ça leur prendrait toute une année. Et ça, c'est à supposer qu'ils puissent tenir ce rythme, sachant que l'hiver arrive et que de toutes les manières, il va y avoir une pause dans les opérations en race campagne. Et c'est aussi à supposer que les Russes aient les capacités de s'attaquer aux grandes villes de l'oblast, Druzhkivka, Konstantinivka, Kramatorsk, Slaviansk. Parce que là, on parle d'espaces urbains qui, avant l'invasion, hébergeaient plusieurs centaines de milliers de personnes. Les pertes humaines, on le sait, sont l'un des secrets les mieux gardés de ce conflit, mais elles se chiffrent clairement en dizaines de milliers. Et pour l'attaquant russe, ces dernières semaines, ces derniers mois, elles ont été plus importante que pour le défenseur ukrainien, la défense ayant toujours un avantage par rapport à l'attaque. Donc les fronts ne vont pas s'effondrer, loin de là, mais les Ukrainiens sont clairement dans une position très difficile. Aux difficultés que j'ai déjà citées, il faut rajouter le fait que les Ukrainiens abandonnent en général des positions très bien fortifiées pour se replier vers des positions bien moins préparées, ce qui complique encore plus leurs efforts de défense. Avec la chute de Vuhledar et de Selidové, la position de Kurakhove est d'autant plus compromise, et donc on peut s'attendre à ce que cette poche se résorbe au fil des prochaines semaines, des prochains mois. On voit que les Russes sont déterminés à pousser leur avantage avant, d'une part, l'arrivée de l'hiver, mais aussi avant l'élection présidentielle américaine. À Toretsk, la bataille sera âpre, mais maintenant que les Russes ont pris pied dans la ville, il est difficile d'imaginer qu'ils puissent en être délogés.
Et c'est pareil pour Tchassiv Yar. À Kupiansk, au nord-est, l'évacuation obligatoire des civils a été décrétée il y a déjà quelques semaines. Les Russes se rapprochent et ils ont déjà atteint la rivière Oskil. Et à Koursk, le territoire occupé par les Ukrainiens se réduit comme peau de chagrin, ce qui pose la question de la pertinence de cette opération qui a débuté en août. Et c'est à Koursk que l'on devrait voir en toute logique le contingent nord-coréen entrer en action. Donc encore une fois, le front ne va pas s'effondrer d'un coup, mais la situation est clairement très complexe et ça pose, comme toujours, la question de l'aide occidentale, la question de la détermination des Occidentaux à soutenir l'Ukraine et aussi de la définition de leur but de guerre. Beaucoup de ces questions n'ont pas trouvé réponse depuis février 2022 et elles ont été mises en suspens ces dernières semaines et là, il faut encore attendre 5 jours avant de connaître les résultats de l'élection présidentielle américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.